Coucou tout le monde, c'est Capet, j'espère que vous allez bien. Je suis tout seul sur cette émission, Picsou ne sera pas là. Il sera là, bien entendu, sur les émissions suivantes, même si je doute qu'il soit dispo pendant le THCC. Mais avant ça, il devrait être là la semaine prochaine. Ce sera sans doute moi qui ne sera pas là. Bref, ça fait beaucoup de là, pas là. J'espère que vous allez bien, en tout cas. Aujourd'hui, on va parler de pas mal de choses. On va faire un point sur les Layer 2. On va faire un point sur des analyses fondamentales sur Optimism. On parlera rapidement aussi de Base, qui est le Layer 2, basé justement sur le code d'Optimism par Coinbase. On parlera d'Injective Protocol, toujours pour de l'analyse fondamentale, ça fait plaisir, ça faisait un moment. À côté de ça, on aura une petite présentation de la plateforme Yadec avec le CEO tout à l'heure. Donc si jamais Yadec, c'est c'est un jeu de cartes NFT. Voilà, qui permet de gamifier le monde du rap. Donc en l'occurrence, ils font des partenariats pour le moment avec des rappeurs français. L'idée, c'est pas de s'arrêter sur le circuit français à terme. Et donc, vous avez la possibilité de collectionner différents types de cartes avec différents types d'artistes. On vous expliquera ça en détail tout à l'heure, de toute façon. Donc, il me rejoindra d'ici une trentaine de minutes, je pense. En attendant, je vais laisser tout le monde arriver dans le chat. J'espère que tout le monde va bien. J'ai la voix un petit peu cassée. Je me suis un peu trop amusé ce week-end. Bon, vous connaissez de toute façon. Mais ça va le faire. On va vraiment bouffer du fonda aujourd'hui. Et ça me fait extrêmement plaisir parce qu'il y a des trucs super intéressants. Il s'est passé beaucoup de choses cette semaine. Et on va attaquer dès maintenant. Alors, attendez, le coin hebdo, je l'ai pas noté dans mon doc. Là, j'espère que ça va. Hop, j'affiche un peu les messages de tout le monde. Hop, yo les gangers, pas rentrer notre rappeur. Ça va ou quoi les gars? Tranquille? Les gars et peut-être les filles aussi. Alors attendez, je mets ça dans mon doc. Le prix des configs a un petit peu augmenté, ouais, un tout petit peu. Ça va moi en tout cas, hein. Franchement, ça va. Semaine prochaine, ça bouge en petit festival Dominator pour ceux qui écoutent de la musique hardcore. Voilà. Semaine d'après, on a le THCC. On aura sûrement aussi le Nebular Summit. J'ai également signé personnellement mon contrat avec Ultra pour pouvoir relancer de l'activité. Je vous en ai pas parlé encore sur Twitter, mais on va relancer ça à partir de mi-juillet justement. On attendait du nouveau. J'essaie de faire attention dans mes communications parce que du coup, il y a des choses que je peux dire et que je ne peux pas dire. Et quand j'ai un doute, je préfère me taire maintenant pour pas me faire remonter les bretelles par Ultra parce que vu qu'ils savent que les gens sont parfois frustrés de pas avoir les choses assez vite, etc. Font particulièrement attention à la communication et c'est quelque chose que je comprends parfaitement. Donc voilà, on va relancer la machine avec Ultra. Quoi d'autre comme bonne nouvelle? On a un concours qui va se terminer ce soir pour gagner des NFT de rugby avec Ovaly. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un petit peu un sauveur du rugby, hein. Ils sont en partenariat avec justement toute la ligue française de rugby. C'est le top 14, ouais, c'est ça, top 14. Il y a la D2 League aussi. Ils commencent à préparer des partenariats aussi à l'Inter. Je sais pas trop s'ils ont encore trop communiqué dessus, mais en tout cas, ça va arriver. Et donc là, c'est simple, hein. Il y a juste ART plus follow et tag. Je vous mets ça tout de suite dans le chat. Et vous avez la possibilité de gagner soit des cartes NFT, soit même de l'argent, hein, 200 USDT. Donc c'est assez simple à faire. Là, c'est vraiment pour les fans de rugby. J'en ai probablement dans le chat. En tout cas, j'étais assez impressionné parce que l'espace commentaire, ça a vraiment envoyé. Donc ministre de l'Intérieur. Donc on balancera le gagnant ce soir ou demain, mais voilà, officiellement, ça s'arrête ce soir le concours. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, alors je vous en parlais, ma chaîne YouTube dédiée à la crypto. Là aussi, je vous la mets dans le chat pour les intéresser. Si vous nous écoutez sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Je vais envoyer du contenu dès cette semaine. On va commencer par des rediffusions découpées proprement de mes live analyses fondamentales que j'ai fait courant juin. Je vais attaquer la première vidéo formation Bitcoin aussi cette semaine. C'est que j'attendais que cette chaîne soit prête pour tourner la vidéo pour dire regardez, j'ai aussi une chaîne dédiée. Bref, vous avez compris, faire un effet rebond. Merci beaucoup pour le sub DRZ. Et voilà, la chaîne est prête avec une jolie petite bannière. Ça me fait super plaisir. Il a vraiment bien bossé. Et je sais pas si vous avez fait attention aux détails, mais j'ai fait exprès de mettre donc du Bitcoin, de l'Ether, du Solana, parce que c'est vrai que c'est un coin qui me tient à cœur, du Cosmos, mais du Monero aussi. Et tout a été choisi avec amour pour cette bannière, parce qu'elle va rester pendant pas mal d'années, je pense. Donc je voulais absolument les choses comme ça. Donc la chaîne s'appellera Capet Crypto et ce sera une chaîne secondaire. Je ne mets pas sur le carreau ma chaîne principale Capet. Toujours dans la même logique. D'ailleurs, j'ai oublié de sortir une vidéo aujourd'hui sur la chaîne de Coin Academy. On a dit une vidéo par jour, et du coup, on sera 6 jours sur 7. Pas très grave. Donc la chaîne Coin Academy, on est sur une vidéo par jour et
on en voit de tout. C'est-à-dire que là, vous savez, on avait fait un live avec Sam de Journal du Coin et Picsou. On vous avait dit que ça allait arriver. On a attendu des réponses. C'est bon, les réponses, on les a, pardon. Donc, c'est en cours de montage. Ça va sortir cette semaine sur la chaîne de Coin Academy. On parle vraiment de tout. On parle de beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne Coin Academy. Il y a vraiment de tout. Je sais que ça va payer. On envoie beaucoup de contenu. On fait pas un reach extraordinaire, mais après, c'est une chaîne de 6000 abonnés. Mais en tout cas, on fait de plus en plus de reach et on voit au niveau des abonnements, ça vous plaît. On a de l'interaction. Donc, ça fait vraiment extrêmement plaisir. Et j'insiste sur le fait qu'il y a tout. C'est-à-dire qu'il y a les rediffusions de ces masterclass, mais on a des contenus de type interview. On a des contenus, voilà, pareil, interview, mais un peu plus avec des gens de l'écosystème qui vont nous parler de leur expertise. Là, en l'occurrence, Picsou, il va parler avec des traders, il va parler avec des patrons d'exchange, il va parler avec des créateurs de contenu, etc. Donc, c'est des formats qui sont courts, qui se consomment rapidement. Vous voyez là, on est sur une vidéo de moins de 5 minutes. Donc, n'hésitez pas. Et j'arrête de faire le panneau publicitaire. C'était juste le temps que tout le monde arrive dans le chat parce que je sais que vous mettez parfois un petit peu de temps à arriver. Je vais juste, avec le compte de Coin Academy, retweeter le live, histoire de faire venir un petit peu plus de monde. Et puis, on est parti, hop, sur sa propre promotion. Les miniatures sont clean. Ouais, franchement, les graphistes, ils sont trop forts. Je les aime trop. On les a augmentés, hein, d'ailleurs. Hein. Ils ont une petite augmentation parce qu'ils travaillent super bien et ça fait plaisir. En plus, on a 2 graphistes. Ils sont parfaits. Franchement, je les aime. Voilà, bon. Écoutez, on va commencer par quoi? On va commencer peut-être par un petit peu d'actualité, mais vraiment sur l'actualité. Comme ça, on enchaîne directement sur le fondamental après. Ou alors, à l'inverse, on fait un petit peu de fonda et on fait après l'actu. Vous savez quoi? C'est la démocratie. Je vais demander au chat. Vous préférez l'actu en premier ou le fonda en premier, vous? Alors, salut Capet. Bonsoir. T'en penses quoi de Binance? On dirait que l'UE et l'USA veulent faire tomber. Oui, mais comme d'hab, ça. Bah, tu sais quoi, je vais te répondre en attendant. Et en tout cas, il semblerait que vous soyez mitigé entre Fonda et Actu, mais je vais commencer par le Fonda, du coup. Alors, pour ce qui est de Binance, pour te répondre, en fait, c'est assez simple. Binance, c'est le numéro 1. C'est le numéro 1. Qui plus est, c'est un exchange qui est partout et nulle part en même temps, et qui est géré par une personne d'origine chinoise, même s'il a grandi, je crois, au Canada, hein, Sisi. Donc, il y a probablement des choses que les services secrets savent et qu'on ne sait pas. Peut-être qu'il y a des liens avec la Chine. Hein, c'est pas une accusation que je fais, mais peut-être, tu vois. Je pense que tout le monde s'est posé la question. On sait que Justin Sun, c'est un bon copain à lui et qu'il y a un lien assez évident entre Justin Sun et le Parti communiste chinois. Donc voilà, il y a ça. Il y a une guerre économique constante entre l'Amérique et la Chine depuis très longtemps. Ça s'est accentué quand c'était encore Trump qui était président, vous savez, avec la trade war. Aujourd'hui, il y a une guerre entre le dollar et le yuan qui commence à s'imposer un petit peu pour les échanges de matières. Donc il y a une dimension politique. Hein. Je fais une parenthèse politique, mais parce que ça l'est. Et pour en revenir à la crypto, voilà, on a un exchange qui est partout, qui est premier. Face à ça, on a des exchanges américains. Peut-être qu'il y a aussi une volonté politique de mettre un petit peu les bâtons dans les roues de Binance pour peut-être favoriser des exchanges américains, type Kraken, Coinbase, Gemini, pour les citer. Hein. Voilà, tout ça. Mais pour ceux qui pourraient se poser la question, est-ce que je garde mes sous sur Binance, etc. Parce que des fois, on nous le demande. Écoutez, moi, Binance, j'apprécie, j'ai confiance, mais on le sait, sur le marché des crypto-monnaies, on est à l'abri de rien. Donc, si vous sentez que ça pue, bah, dégagez votre fric de Binance, envoyez-le sur un Ledger ou quoi, et puis comme ça, vous vous posez pas la question plus longtemps, en fait, hein, tout simplement. Et puis, voilà, et je dis ça, c'est pas contre Binance du tout, j'ai pas été payé par un concurrent pour vous le dire, c'est qu'on nous avait posé la question la semaine dernière. Protégez votre fric, c'est l'avantage de la crypto, vous pouvez détenir vos fonds, donc dégagez-le de la plateforme, ça vous empêche pas de garder le compte Binance, juste ne gardez pas les fonds là-bas. Voilà, donc écoutez, on va commencer par l'analyse fondamentale. Alors, moi, j'ai une petite routine en ce moment. Comme en fait, quand je suis sur Twitter, que je lis mon fil d'actualité, que ce soit mes pourvous et abonnements, il y a trop d'inintéressant par rapport à l'intéressant. Et je dis pas ça méchamment, hein, mais c'est juste, je perds un temps fou sur Twitter. Donc en fait, quand j'ai envie de bouffer du fonda, je le fais quasiment plus sur Twitter. Tellement il y a de cochonneries par rapport à des trucs intéressants. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, face à ça, on a des reportings où on apprend des choses sympas. On a par exemple Research Binance Analysis, voilà, que je vous laisserai bien entendu en description, avec différents rapports. Alors je les ai pas tous lus, j'y vais petit à petit. Par exemple, il y a un rapport dédié au Layer 2 qui a été fait le 26 juin du coup. Et dedans, ça parle pour le coup des plus gros Layer 2. Hein. Ça parle
Attendez 2 secondes, c'est un peu le bordel. Ça parle, voilà, de Optimism, de Starknet, Arbitrum, etc. Donc c'est un reporting qui est assez textuel, hein, quand même, hein, faut le bouffer. Moi, au final, voilà, il y a tout, hein. Il y a même Boba Network, zkSync. Au final, moi, ce que j'ai fait à la base, c'est que je suis pas tombé sur ce rapport direct, je suis tombé sur un tweet qui était un thread Twitter qui se basait sur ce rapport. Alors attendez, je vais vous le trouver tout de suite. Concentré de fondamental, voilà. Voilà, c'est un thread qui a extrêmement bien résumé le rapport. Et voilà, ça parle d'Optimism, d'Arbitrum, de zkSync, de Starknet et de Polygon. Et ça fait une petite parenthèse sur le reste. Dans tous les cas, on se retrouve avec toujours cette même logique. Ils vont chacun avoir un nom spécifique. Il y en a, ils vont parler de superchain, d'autres d'hyperchain, de value layer, etc. Et faire un écosystème. Donc, par exemple, on va avoir plusieurs roll-up Polygon, à commencer avec le ZK EVM, et puis dans le futur, d'autres roll-up créés par Polygon ou des partenaires de Polygon. C'est la même chose pour Optimism. On va y venir, du coup, quand je vous parlais d'analyse fondamentale. On a fait une analyse dédiée à Optimism. On était très en retard sur le sujet, donc c'est enfin fait. Mais dans un sens, tant mieux, parce que du coup, ça nous permet d'avoir les dernières actualités, notamment la mise à jour Bedrock qui a été faite début juin. Donc, c'est une mise à jour qui a optimisé le code du rollup. Le but étant de moins consommer d'énergie sur Ethereum, et donc, au final, ça coûte moins cher pour l'utilisateur. Donc, Optimism, aujourd'hui, c'est le deuxième rollup avec le plus de TVL, donc de flux de fric bloqué. Donc, pas mal, hein, on a quand même 2 milliards sous gestion sur le rollup. Et donc, en fait, voilà, on va prendre le cas d'Optimism. C'est quoi cette super chaîne? C'est quoi l'idée? L'idée, c'est de proposer une boîte à outils pour les développeurs pour qu'ils puissent à leur tour émettre leur propre rollup basé sur le code, ici en l'occurrence d'Optimism. Mais c'est pareil pour tous les autres, Arbitrum, zkSync, etc. Par exemple, imaginons, moi je veux lancer un jeu vidéo sur la blockchain, j'ai pas envie de partager ma bande passante avec tout le monde, ou alors je veux lancer un échange décentralisé sur la blockchain, pareil, type DYDX ou quoi, et ben je peux lancer mon propre rollup et être interopéré avec les autres rollups de ce même écosystème. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où tu vas avoir un vrai effet de réseau, bah, ça va commencer à être super sexy. Je vous donne un exemple. Le projet Build on Base. Le projet Base de Coinbase, c'est le deuxième rollup basé sur Optimism. C'est-à-dire que le premier rollup, bah, c'est OP Mainnet. C'est le rollup qui a été lancé par Optimism, où tu peux balancer des applications, faire tes trucs dessus. Base, c'est le deuxième. Et en fait, l'idée, c'est que les liquidités, les smart contracts, etc., puissent communiquer entre les deux rollups. Et quand il y aura d'autres rollups, je sais pas, une entreprise qui va lancer un rollup pour son jeu vidéo ou quoi, tu vas pouvoir avoir une interopérabilité entre ces écosystèmes. Et dans le futur, j'imagine qu'il va y avoir des protocoles qui vont permettre d'interopérer tous les rollups entre eux et pas seulement tous les rollups d'Arbitrum d'un côté ou d'Optimism d'un autre. Donc c'est vraiment stylé. Je lis vos messages. Salut Binance, les nouveaux venus ne peuvent pas déposer des euros, ils bloquent les dépôts pour les nouveaux par virement. Ok, je ne savais pas. Merci de l'information. Pour le moment, Kraken fonctionne bien. Hello, pour le coup, j'utilise Optimism et Arbitrum. Souvent, c'est quand même pas mal en termes de frais pour les swaps. Ouais, tout est fait pour aller sur Coinbase. Oui, alors ça, on en avait parlé dans une autre émission. Je prends le temps de refaire le point sur ça. On va avoir une analyse fondamentale, hein, d'ailleurs, de Base qui arrive. Il nous manque juste l'image. L'analyse, elle est prête. Il nous manque juste la belle miniature et on balance ça sur le site. Donc, ce sera sur Coin Academy cette semaine. Non, moi, ce que je voulais faire, c'était revenir sur cette histoire de super application. En fait, dans un monde où, déjà tout tend à se décentraliser, particulièrement depuis le crash de FTX, je pense que pas mal de gens ont compris la leçon et dans un sens, c'est un mal pour un bien, même s'il y aura toujours plein de gens qui vont rester sur des exchanges. Dans un monde aussi où les régulateurs cassent de plus en plus les pieds, ça peut être pas mal de faire du business en mode décentralisé. Souvenez-vous, ça n'a pas été une grande réussite, mais Net Serum, c'est l'échange, le protocole pour faire des échanges décentralisés lancé par FTX. Donc, je vous refais un petit cours d'histoire. À l'époque, FTX, ils ont lancé leur exchange et puis ils voulaient avoir un exchange décentralisé. Et ils voulaient donc choisir une bonne blockchain pour ça. Ils ont testé plein de blockchains et au final, ils se sont rendus compte que sur le papier, c'était la blockchain Solana qui performait le mieux pour leurs besoins à eux. Et c'est pour ça qu'ils se sont mis à investir massivement dans Solana. Donc, souvent, les gens se disent Solana, c'est FTX. Non, c'est pas vrai. Solana, c'est un projet à part qui a été lancé par des ingénieurs. Et ensuite, FTX et Sam s'est greffé à Solana particulièrement tôt dans le projet. Et après, ils ont eu du fric à plus savoir quoi en faire. Et il y a eu la success story de Solana qu'on connaît aujourd'hui. Mais c'est des projets qui sont pas ensemble. Par contre, Serum,
le protocole pour faire des échanges décentralisés, des AMM, etc., comme Radium et j'en passe, ça, c'est une initiative de FTX. Initiative ratée, du coup, puisque FTX s'est effondré. Mais l'idée, c'était ça. C'était de se dire, bon, on a le truc centralisé, on fait du fric, et puis le moment où la décentralisation va prendre le dessus, on aura aussi le truc en décentralisé. Et pour en revenir à Coinbase, je pense que c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'ils auront toujours leur plateforme centralisée. Mais à mon avis, ils vont sponsoriser plein de développeurs, plein de projets pour faire des applications décentralisées. Ces applications décentralisées, elles vont être faites sur Base, qui est donc un roll-up de l'écosystème Optimism. Là où se pose la question, c'est que potentiellement, peut-être que sur Base, tu vas avoir de la KYC. Peut-être que tu ne seras pas vraiment décentralisé. Hein. Ça, il faudra se méfier. Par contre, j'ai pas encore les réponses par rapport à ça, mais il faudra se méfier. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, toujours par rapport à Base. Normalement, j'ai pris des notes. Je vais essayer de pas trop partir dans tous les sens, parce que là, j'ai déjà 10 000 anglais, c'est du grand n'importe quoi. Base. Je sais plus ce que j'ai fait dans tout ce bordel. Attendez. Voilà, plus de décentralisation pour l'écosystème Optimism. Donc ça, c'était un communiqué qui a été fait en février. Je me permets de le mettre en français, même si la traduction, elle n'est pas toujours... L'idée, c'était de dire, OK, Optimism et Coinbase... À l'époque, j'avais un peu survolé le sujet. J'avoue que ça m'avait pas percuté plus que ça. Mais maintenant, c'est beaucoup plus clair. Donc, je vais vous résumer ça. Donc, l'idée, c'est, comme je vous le disais plus tôt, c'est d'avoir une super chain. Donc, un écosystème, un protocole avec différents roll-ups pour l'écosystème. Le roll-up de Coinbase, c'est le deuxième roll-up de cet écosystème. Et l'idée, c'est que Coinbase aussi participe d'une certaine façon à l'effet de réseau d'Optimism. Il y a une initiative qui s'appelle Optimism Collective, qui est, je crois, une sorte de DAO, qui a sa propre trésorerie du coup. Et Coinbase et Base se sont engagés à ce que quand il y aura des frais de transaction qui seront générés, quand il y aura des frais qui seront générés de manière générale sur Base, eh bien, ils en garderont une partie pour refinancer l'Optimism Collective. Donc là, on est quand même sur un partenariat solide. Hein. On a un Coinbase qui nous dit, nous, on se marie avec Optimism, c'est là-bas qu'on build et on va carrément balancer du fric dedans pour qu'il y ait ce network effect qui se crée au fur et à mesure. Je reprends vos messages. Tu connais Arbitpad? Pas du tout. Pemium aussi. Ils ont perdu leurs partenaires. Ouais, ça, je suis au courant. J'ai des amis qui ont été touchés d'ailleurs par rapport à Pemium. Vivement que ça se débloque cette affaire. Être dans la crypto, rester aux US, Canada égale folie. Ouais, c'est compliqué. Hein. En même temps, depuis 2021, je trouve que Coinbase avait aucun intérêt, hormis que c'est là où j'étais le plus serein. Bah oui, c'est ça l'intérêt, c'est que Coinbase, ils sont carrés. Coinbase, ils sont très carrés. Ils ont beaucoup d'argent, ils bossent avec des gens très professionnels, et voilà, c'est vrai qu'ils sont plus chers que la moyenne, mais en attendant, chez Coinbase, ça se passe bien. Je voulais dire, après, côté spéculatif sur Base, faut acheter l'action ou... Alors, très bonne question. Base n'aura pas de jeton. Donc, si tu veux spéculer un petit peu, à la limite, oui, tu as le jeton de gouvernance d'Optimism. Après, la valeur du jeton de gouvernance d'Optimism, c'est toujours compliqué, hein, parce que c'est un jeton de gouvernance, quoi. S'il y a un vrai effet de réseau, il y aura naturellement une spéculation qui se fera dessus. Mais je pense que, comme d'hab, ces jetons de gouvernance, il y a très très peu de gens qui votent. C'est un peu le bordel. Bref, donc vous avez compris pour ce qui est d'Optimism. Vous avez compris ce qui est de Base. On va pouvoir enchaîner. Tout à l'heure, j'étais sur ce rapport de Binance. Et j'étais aussi sur ce thread Twitter. Et franchement, le thread Twitter, faudrait que je le relise. Mais il est super. Parce qu'en fait, je crois que c'est une nana derrière le compte, ça résume parfaitement bien chacun des roll-ups. Après, ça se ressemble beaucoup. Hein. On va pas se mentir. Si je m'adresse à un développeur qui a vraiment le nez dedans, type Abdel, il saura me dire vraiment les différences. Mais dans tous les cas, c'est faire un écosystème de layer 2 et de layer 3 pour se partager la bande passante et créer une interopérabilité entre les différents layer 2. Et dans tous les cas, on est sur des trucs ultra centralisés pour le moment, avec une volonté à terme de se décentraliser. C'est sérieux l'histoire de siphonnage au moment de révoque des autorisations? Pas au courant de cette affaire. Je suis pas du tout au courant de cette affaire, frérot, donc je pourrais pas te répondre. Enfin, ça se passe bien, tout est relatif, puisqu'il va y avoir des procès entre eux et la SEC, oui, mais comme d'hab. Qui n'a pas eu un procès avec la SEC en ayant beaucoup d'argent? Paul, je sais que tu m'entends. Si jamais on ne t'entend pas, on te voit pas, mais je sais que tu es là. C'est juste pour te rassurer. Tout à l'heure, je te ferai signe pour présenter Yadek. Je pense qu'on fera ça sur le coup des 30 ou 40. Je te fais signe de toute façon. Excusez-moi, je parle aux partenaires. Du coup, moins 90% sur Ledger, 10% sur Crypto.com, ça me va bien depuis plus de 2 ans et demi sans aucun FUD. Et t'as bien raison. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Le moins d'argent possible sur les exchanges. Je sais que c'est chiant. Faire des transactions, ça coûte des frais de transaction. Mais au moins, ton fric, il est en sécurité. Si l'exchange, il se barre avec la caisse, il se fait pirater, il se fait attaquer pour je ne sais quelle raison, le patron, il meurt, il perd les clés et tout, vous n'avez pas de problème. Pourquoi je dis ça? Il y a toujours des cas d'école. Hein. On a eu le crash FTX, hein, mais je prends le cas Cadrega CX, un exchange, et hop,
pour l'article des confrères du Journal du Coin. C'est un exchange canadien, pardon. Et en fait, le patron de cet exchange, il a été retrouvé mort en Inde. Et les clés privées qui permettaient de bouger les fonds des clients ont été perdues. Il n'y avait que le patron qui avait les clés privées et ça a été perdu. On s'est rendu compte aussi après coup que les fonds ont bougé. Donc potentiellement, les clés privées auraient été extorquées au gars et puis il se serait fait assassiner ensuite. Il y a un reportage d'ailleurs sur Quadriga Security sur Netflix, je sais plus comment ça s'appelle. J'ai plus le nom. Trust No One, où il parle du patron, il parle de sa copine, il parle aussi d'un autre gars qui était dans plusieurs arnaques et tout. C'est un super reportage, si vous aimez bien les cryptos, n'hésitez pas. Pour revenir à notre histoire d'Optimism et compagnie, du coup, ouais, tout se ressemble plus ou moins. Je continue d'apprendre et je continue de comprendre aussi. Par exemple, j'ai appris quoi cette semaine? J'ai appris plus ou moins ce que c'est que ces histoires de Stage 0, Stage 1, Stage 2. En gros, Vitalik, le créateur d'Ethereum, il a essayé de proposer une sorte de roadmap sous forme d'étapes pour expliquer à quel point un projet de type rollup tend à se décentraliser. Parce qu'au début, le rollup, voilà, il est lancé, tu as juste les développeurs qui codent dessus, tu as un séquenceur centralisé, et c'est un truc giga centralisé aussi bien d'un point de vue technique que d'un point de vue humain, mais ça tend à se décentraliser dans le temps. Avec différents validateurs, des process sous forme de DAO pour pouvoir pousser du code, etc., etc., un petit peu à la manière d'Ethereum. Quand on est au stage 0, ça veut dire que c'est ultra centralisé. Quand on est au stage 1, il y a des améliorations. Et quand on est au stage 2, là, c'est plutôt pas mal en termes de décentralisation. Alors, je vais essayer de retrouver l'article sur ce sujet-là. Ça doit être... Il y a tellement de liens dans tous les sens. Là, si. Alors, je vais noter ça, comme ça, je vous le mettrai dans la description YouTube. Les différentes étapes de décentralisation. Donc, qu'est-ce qu'on a dans ces étapes? Et ben voilà, stage 0, je le mets en français, je vais zoomer un coup. Stage 0, le projet doit être un roll-up. Donc, quand il y a écrit cumul, en fait, cumul, c'est roll-up. Hein. Il traduit n'importe comment Google. Mais voilà, pour commencer, c'est juste dire, voilà, tu lances un roll-up, un embryon de roll-up. Étape 2, déjà, tu as un système de preuve de prod et de preuve de validité. Tu as un espèce de multisig, de sorte à décentraliser Étape 3, et ben là, on n'a plus de groupe d'acteurs qui puissent, même à l'unité, poster une racine d'état autre que sortie du code. Donc, j'ai pas trop compris. Le rollup utilise des implémentations différentes ou plus de sa fonction de transition d'état. Voilà. Bref, c'est des termes qui sont un peu techniques, mais vous l'aurez compris, il n'y a pas besoin en soi de connaître toutes les complexités techniques. C'est juste, ça vous permet aussi de vous dire à quel point un projet il a avancé dans sa décentralisation par rapport à un autre. DYDX, de toute façon, on s'en fout un petit peu, ça va passer sur la blockchain Cosmos. D'ailleurs, on va en parler après dans les actualités. Toujours dans les analyses fondamentales, j'avais également une analyse d'Injective Protocol que j'aimerais vous présenter rapidement. Où est-ce que j'ai noté ça? Plus haut. On a sorti ça cette semaine, l'article était prêt depuis longtemps d'ailleurs. Donc Injective Protocol, c'est quoi? Injective Protocol, c'est une blockchain sur Cosmos qui permet, comme DYDX, d'acheter des crypto-monnaies, de faire du trading avec effet de levier, je crois, etc. Donc moi, j'ai jamais utilisé Injective, j'avoue. À l'époque, j'étais tenté de le faire, mais ce qui s'était passé, c'est que ça manquait un peu de liquidité. Alors, comment on a Injective? On a sur le DEX. Ah, non, mais j'ai dû le noter dans l'article. Bref, c'est pas grave. Pour vous résumer, du coup, Injective, en quelques mots, c'est une blockchain sur Cosmos qui a été énormément customisée. C'est ce que j'ai souhaité mettre en évidence avec ces différentes images. Là, on nous parle de 25 000 transactions par seconde. J'aimerais bien voir ça, mais pourquoi pas. Ensuite, time to finality, quasiment instantané. On est en dessous d'une seconde, à peu près comme le block time. D'ailleurs, l'image n'est pas tout à fait à jour parce que maintenant, ils disent qu'ils sont en dessous d'une seconde pour le block time. Et bon, bah, pareil que toutes les autres blockchains de l'écosystème Cosmos, hein, c'est du proof of stake. C'est compatible IBC aussi, donc tu peux avoir des échanges de liquidités entre les différentes chaînes de l'écosystème Cosmos via IBC. Et apparemment, ils ont une interopérabilité avec Ethereum, donc c'est quand même un projet qui est bien avancé. Je savais pas que c'était aussi avancé, Injective, et ça peut expliquer pourquoi aussi il y a des gens qui ont spéculé dessus récemment. Dernière chose, oui, j'ai oublié de le noter, les frais de transaction qui sont quand même... Donc ça fait plaisir. Dans les grandes lignes, voilà. On a de la performance. Normalement, on a du choix en termes d'actifs. Ils ont levé plus de 50 millions de dollars à l'époque. Quand ils ont lancé le projet, je crois que c'était en 2018. Ils incorporent pas mal de fonctionnalités. Et voilà, pour ce qui est de l'utilité du jeton, bon bah, on a du staking pour sécuriser la chaîne. On a de la gouvernance. Et on peut aussi se servir du jeton comme collatéral
pour tout ce qui est produits dérivés sur le protocole. Tu peux connecter un wallet MetaMask, ça c'est cool. D'ailleurs, je ne savais pas, mais c'est la première blockchain de l'écosystème Cosmos à avoir intégré l'Ethereum Virtual Machine. Et ensuite, tu peux aussi utiliser le wallet Kepler. Kepler, c'est le wallet pour Cosmos. Donc, il y en a pour tous les goûts. C'est plutôt cool. N'hésitez pas à tester. Ça peut valoir le coup. Je sais plus du tout, par contre, où j'ai mis le lien pour tester l'application, mais c'est pas grave. Attendez, j'ai peut-être une idée. On n'a pas un pont. Il est où le bridge? Voilà. Qu'est-ce que je me suis noté d'autre? Déjà, je pourrais lire un peu plus le chat. Excusez-moi, je suis un cours magistral là. En plus, depuis tout à l'heure, je laisse afficher le message moins 90% sur le ledger. Mais c'est pas très grave que je l'ai laissé afficher. Ça vous permet d'avoir des bonnes pratiques. Le token de gaz de Base, ce sera Ethereum pour te répondre. En vrai, osef que les Layer 2 soient centralisés. Ça peut avoir des problématiques en termes de sécurité ou même de gestion des fonds des utilisateurs. Il peut y avoir toutes sortes de problèmes liés à la centralisation. Bonsoir, ça devient quoi Ledger Stack? Ledger Stack ou Ledger Recover? Je vois pas de quoi tu parles quand tu parles de Ledger Stack. Comparé à la BSC Dotchain qui l'ont considéré déjà comme centralisé, ils sont giga centralisés. Je sais pas de quoi tu parlais non plus. Peux-tu remonter le arrobas de la personne qui a fait un trade sur les Layer 2? Je vais non seulement te le montrer, mais je vais te donner l'URL dans le chat. Injective, je suis pratiquement all-in, minimum $300 au prochain boulot. Ah oui, toi, t'es pas là pour rigoler. Alors pour ceux qui nous écoutent, les all-in, faites-moi le plaisir de ne jamais all-in. Même si vous êtes amoureux du projet, vous avez rencontré le patron du projet, il vous a donné des alphas et tout, ne faites pas de all-in, je vous en supplie. C'est super dangereux, c'est super toxique de travailler comme ça. Après, Quentin, tu fais ce que tu veux, hein. Pas de soucis, je dis ça pour les autres. Je ne serai pas à Paris.com, non. J'arrive après, moi, pour le THCC, j'ai un festival juste avant, donc ça va être difficile pour moi. Le bridge, merci beaucoup. Hub Injective Network. Ah, Ledger Stacks. Bah, j'avoue, j'ai pas trop suivi. Si ce n'est que apparemment ils en sortent pas beaucoup, que c'est très cher. Et je crois qu'ils bossent sur une version avec de la couleur, mais ça va coûter encore plus cher parce que l'écran n'a pas de couleur. Hein. Ils le savent pas. D'ailleurs, je l'avais touché ce produit. C'était le CTO de Ledger qui me l'avait montré. Franchement, ça a de la gueule. Hein. Mais c'est cher. C'est carrément cher. Après, pour ceux qui savent pas, c'est le designer de l'iPod qui a fait le design du Ledger Stacks. Donc je pense que tu payes pas en publicité le designer de l'iPod. Avec IBC, si c'est la première EVM compatible, en plus, ça mérite de creuser en tout cas. Ouais, all-in à 300 tous les jours. Les revenus vivent en France. Quelques temps, ça durera pas. J'ai juste voulu revoir des potes, revoir de la famille. Ok, bah écoute Paul, je pense qu'on va pouvoir attaquer nous. Je pense que on va pouvoir passer à Yadek. Après, on va enchaîner sur l'actualité, sur d'autres trucs que je me suis noté. Eh bien, écoute, fais-moi un pouce en off si jamais t'es ready. Je pense que tu m'entends. Je t'envoie un message WhatsApp. Ok, go. Et bah c'est parti. Bonsoir. Salut, bonsoir à tous. Bon, Paul, c'est la deuxième fois qu'on l'a en live ici. C'était pas sur une masterclass la dernière fois, c'était une émission dédiée. Donc, Paul, bah, je te laisse te présenter rapidement. Ouais, avec plaisir, bonsoir à tous. Donc moi c'est Paul, je suis cofondateur et CEO de Yadek, que vous voyez là à l'écran, simplement. Donc pour dire quelques mots, Yadek, c'est la ligue digitale du rap français, et donc plus concrètement le play to earn du rap francophone, même plus précisément, dans lequel tu peux acheter des cartes NFT, les jouer dans une fantasy league du rap, et bien sûr après aussi revendre tes cartes sur le marché secondaire. Voilà, donc tu as précisé francophone. Ouais. C'est gravé dans le marbre ou c'est l'état actuel des choses? Parce qu'en introduction, j'ai dit que vous alliez pas rester sur de la francophonie pour toujours. Ouais, bien sûr. C'est actuel. Le but, c'est de dupliquer en fait des ligues par zone, parce qu'en fait, on peut pas mélanger pour différentes raisons les artistes francophones, les artistes américains, les artistes allemands. C'est pas les mêmes données pour faire le jeu. C'est pas du tout le même public non plus. Et donc en fait, on a vraiment construit le modèle pour qu'il puisse se dupliquer facilement sur différents pays et que tout ça soit segmenté en fait dans le jeu par compétition, tu vois. Tu as des compétitions pour les rappeurs francophones, des compétitions pour les rappeurs américains, etc. C'est comme ça que c'est prévu pour l'avenir. Eh bah écoute, on s'était préparé des petites notes, nous. On va commencer déjà par la grosse actualité. Vous avez le rappeur Niska qui est devenu ambassadeur. Quel va être son rôle en tant qu'ambassadeur, Niska? D'ailleurs, juste avant que tu me répondes, le chat, on a des amateurs de rap français ici ou pas? N'hésitez pas à me répondre. Je vais s'enchaîner. Ouais, effectivement, on a annoncé Niska il y a quelques semaines là. On est très fiers parce que j'imagine que
tout le monde connaît Niska, c'est l'une des plus grosses stars du rap français depuis une dizaine d'années. Et effectivement, il a un statut particulier d'ambassadeur qui implique plusieurs choses. C'est déjà un signe qui valide le concept et la vision de Yadek et qui veut avancer avec nous. Et ensuite, ça veut dire qu'il va prêter aussi son image à la marque Yadek. Il va communiquer avec nous sur Yadek. Et d'ailleurs, le timing est bon parce que la semaine prochaine va être une semaine assez spéciale. Que vous allez voir apparaître un gros contenu de son côté qu'on a préparé très récemment là en studio avec lui. Un gros contenu qui va être posté la semaine prochaine sur ses réseaux, qui va être aussi avec un autre contenu d'un très gros média digital qui va être posté dans la foulée. Donc voilà, il va y avoir une grosse visibilité autour de Niska et de Yadek dès la semaine prochaine. Donc voilà, c'est de la communication et c'est aussi une façon de rapprocher la communauté de l'artiste avec des contenus particuliers que ceux qui achètent les cartes de Niska vont pouvoir obtenir. Et si tu vas justement, là je vois que tu es sur une carte de Niska, si tu scrolles un peu, tu vas voir qu'il y a une rubrique qui s'appelle contenu exclusif et qu'en ce moment, toutes les cartes en vente te permettent de gagner une place de concert. Donc là, en l'occurrence, c'est une carte collector qui te permet d'avoir une chance sur 4 de gagner 2 places de concert. Et les cartes plus rares te permettront d'avoir plus de chances de gagner des places de concert. Ok, très bien. Aujourd'hui, c'est des places de concert. Demain, ça pourrait être autre chose. Et voilà, donc, faire le tour des avantages liés à Niska. Alors, plusieurs précisions, c'est vrai. Cette émission, elle est sponsorisée par Yadek. Voilà. Le Media Coin Academy a été payé pour faire cette émission. Moi, je suis pas payé pour vous dire c'est bien, c'est pas bien, machin. C'est pour faire une présentation. Moi, j'aime bien l'idée et je voulais te faire une petite note. Vous avez des graphistes qui sont très très chauds. Tout à l'heure, je suis allé dans la partie jeu rapidement pour tester mon deck et franchement, j'aime beaucoup la direction artistique que vous avez mis sur ce projet. Hein. Cool. Bah ça c'est sympa. C'est Yann, mon frère et cofondateur, qui est directeur de création de Yadek et donc c'est en grande partie grâce à lui. Donc, et je pense qu'il t'entend, donc il sera content. Bah écoute, ça fait plaisir. Moi, je suis très très attaché à chaque fois à la DA parce que, bon, déjà visuellement, ça fait plaisir, mais ça montre aussi un peu le sérieux du projet. Parce que on est dans le monde des NFT, les gens sont très très biaisés par rapport à ce monde-là, particulièrement en ce moment. On nous a cassé la tête. Tout le monde m'a parlé de Justin Bieber et de son Bored Ape qui a décoté, qui est passé d'1 million à 50 000 balles. Absolument tout le monde m'en a parlé. C'est assez impressionnant, donc c'est cool d'avoir fait ça. Moi, si jamais les gars, je suis plutôt musique électronique, je suis moins rap. Et d'ailleurs, pour le côté rigolo, quand je regardais les artistes, à part Al Capote et Niska, j'en connais aucun. C'est un truc de malade. L'écosystème francophone rap, je ne le connais pas du tout pour le coup. Bah, c'est justement une bonne façon de le découvrir. Ouais, tout à fait. Non, mais en plus, mine de rien, c'est un truc qu'on met pas beaucoup en avant, mais c'est aussi l'une des vocations de Yadek à la base, qui va au-delà juste d'un projet Web3, c'est de créer une plateforme qui rassemble vraiment tous les artistes et qui permette de les retrouver en fait et de diguer dans le rap français. Parce que mon frère et moi, on est fans de rap à la base et ça nous manquait vraiment d'avoir une plateforme. Tu dis, mais j'aimerais bien avoir la liste des rappeurs, les regrouper par là d'où ils viennent, par label, par type de performance, etc. Par où ils en sont dans leur carrière. Et c'est ce qu'on fait aussi avec Yadek. Vous en trouvez déjà plus de 80 aujourd'hui sur la plateforme. Il y en a déjà plus de 120 qui sont signés. Et c'est aussi ça, Yadek, c'est découvrir des nouveaux artistes. Vous allez sur les pages artistes, vous pouvez découvrir leur musique, leurs clips, etc. Bah, là, tu vois, tout à l'heure, j'avais vu en laissant ma souris sur les cartes, bah déjà, je vois les auditeurs, je vois un petit peu l'évolution des albums, etc. Effectivement, ça permet de se mettre un petit peu dedans. C'est vulgairement dit, mais c'est le Sorare du rap, quoi. Faut suivre, quoi. Bah ouais, carrément. C'est vraiment suivre l'actualité si tu veux être au top. Évidemment, il y a des choses assez intuitives pour essayer d'avoir les meilleurs rappeurs, même si tu t'y connais pas bien. C'est ça aussi qu'on a voulu faire, tu vois. C'est que ce soit pas juste un truc de ultra élitiste. Tu peux facilement découvrir et comprendre la mécanique et donc acheter les bonnes cartes. Mais les meilleurs des meilleurs, ceux qui sont tout le temps dans le podium ou souvent dans le podium, c'est des mecs qui se butent au rap et à l'actualité du rap et qui savent exactement quand l'album va sortir et donc quand est-ce qu'il faut jouer telle carte pour avoir plus de points, etc. Yes. C'est ça aussi. On va parler des mécaniques de jeu justement, mais en gros, pour faire très très court, vous avez des cartes avec différents niveaux de rareté, qui fait que ces cartes sont plus ou moins puissantes, hein, tout simplement. Ensuite, si on inspecte la carte, excusez-moi, on a plusieurs données. Donc déjà, bon, bah, on a le numéro de tirage. Là, on sait qu'il y en a 1000. Bah, là, c'est la 59e sur 1000. On sait dans quel département il est. On sait aussi dans quel label il est. Il peut y en avoir plusieurs. Et en fait, en fonction de ça, après, vous allez avoir des mécaniques de jeu. Par exemple, si vous avez plusieurs cartes d'un personnage avec un même département, vous allez avoir des bonus après quand vous allez pouvoir faire des petites compétitions. C'est la même chose pour le label. Il y a pas mal de petites mécaniques comme ça. D'ailleurs, je pense que ça, ils vont pas me le réexpliquer. Mais quand vous créez votre deck la première fois, vous avez un petit tuto
qui vous explique tout. C'est assez bien foutu. Je me suis pris des notes par rapport à ça, justement. Je l'affiche à l'écran. Voilà, la première fois, vous avez un petit tuto qui vous explique en fait comment il faut jouer les cartes, justement avec les différents niveaux de statut. Les différents types de bonus aussi. Par exemple, là, le bonus boost. Vous allez avoir un boost si jamais vous avez une carte qui est liée au dernier album du rappeur. Donc là, pour le moment, si je dis pas de bêtises, hein, tu me corriges, Paul, mais pour le moment, on va toujours taper dans le dernier album du rappeur, mais au fur et à mesure, bon, bah, on a des cartes qui vont avoir une certaine ancienneté après. Donc si vous avez des cartes qui sont assez récentes et donc qui ont le dernier album, vous avez un petit bonus. Mais vous n'avez pas que ça comme bonus. Vous avez aussi un bonus par rapport à la rareté et par rapport au système de niveau. Et je voulais te questionner par rapport à ça, le niveau, tu mets combien de temps à atteindre le niveau 100 comme ça là? Ça va dépendre de ton activité en fait. Parce que ce qui te permet d'obtenir des niveaux, c'est principalement le jeu en fait. Tu joues une carte, tu l'évalues comme un Pokémon. Plus tu l'entraînes, plus il devient fort, il gagne des points d'XP et il passe des niveaux. Et en l'occurrence, évidemment, il faut vraiment jouer longtemps pour le faire monter au niveau 100. Et le niveau 100 te permet d'avoir plus 40% sur tous les points de performance de ta carte. Donc c'est une vraie valeur et on voit déjà les gens qui sont là depuis le début, bah, ils sont encore plus forts parce qu'ils ont des cartes qui sont un peu boostées grâce au niveau, quoi. Ok. Et zut, excuse-moi, j'ai reçu un message WhatsApp, ça m'a fait perdre le fil. Je le retrouverai après. Je retrouverai ma question après. Et bah écoute, on va tester de faire un deck rapidement, comme ça on va expliquer un petit peu les mécaniques de jeu. Donc là en l'occurrence, je découvre déjà que comme j'ai déjà joué mes autres cartes, je peux pas les jouer là. Ah oui, ici. effectivement. Et tu peux peut-être les retirer de ton deck là, comme ça tu es libre de... C'est ce que je vais faire. Si voilà, j'ai retrouvé ce que je voulais te dire. Le niveau reste sur la carte si je l'échange, je la revends, etc. ou ça repasse au niveau 1? C'est une très bonne question, hein. Tu vas dans les détails, j'adore. En fait, la façon dont on fonctionne, c'est que si tu revends ta carte au marché secondaire, le nouveau propriétaire ne récupère que la moitié des points d'expérience, ce qui correspond pas forcément à la moitié des niveaux parce que c'est pas une échelle linéaire. Mais en fait, voilà, tout ça pour valoriser davantage celui qui l'a lui-même entraîné, mais qui peut mais aussi permettre le fait de donner de la valeur aux cartes que tu vas revendre. Mais voilà, l'idée c'était de trouver un équilibre entre les deux. Et d'ailleurs, avant de jouer le deck, je voulais montrer quelque chose. Donc, vous avez un marché primaire de cartes. Donc ça, c'est Yadec. Vous avez la possibilité d'enchérir. C'est pas du achat immédiat. Alors là, je sais pas si vous utilisez eBay ou quoi, mais l'achat immédiat, c'est dire, voilà, il y a un prix en façade, tu payes, basta. Système d'enchère, c'est que tant que l'enchère elle est pas terminée, ben il y a toujours quelqu'un qui peut réenchérir par-dessus. Donc en fait, il y a toute une stratégie à jouer justement les enchères sur le marché primaire où on voit généralement les cartes souvent sont pas très chères. Après, ça va dépendre bien entendu de la rareté de la carte. Et après, se renseigner sur OpenSea pour le marché secondaire où là, c'est les utilisateurs qui s'échangent des cartes entre eux et le prix des cartes n'est pas du tout le même. Mais l'avantage du marché secondaire, là en l'occurrence, c'est que la carte, tu l'achètes au prix. Donc, vous pouvez vous amuser à faire une sorte d'arbitrage entre le marché primaire et le marché secondaire. Là, je me permets de pousser le truc. Voilà, si vous kiffez le rap, vous en avez rien à secouer, mais que vous aimez bien faire des affaires et que vous voyez des petites opportunités d'arbitrage, ça peut être intéressant. Pour le deck, tu vas me dire si je joue correctement. On va commencer. Esso Luxueux, j'aimais bien son pseudo. Je vois qu'il a des stats qui pètent. Je le mets direct. Voilà, c'est ce que j'avais fait tout à l'heure. Après, Al Capote, c'est le cœur qui parle parce que c'est l'empereur du sale. Voilà, c'est le seul que je connais. Lui, il me fait rire. Ensuite, en rouge, de toute façon, je n'en ai qu'une. Et pour terminer, Masca. Il me reste ça, et après, moi, j'ai fait bête et méchant. Comme je suis pas l'actualité du rap, je voulais prendre, si possible, une carte qui est bleue. Et je regardais un petit peu les stats, et lui, il fait quand même beaucoup plus d'auditeurs que les autres. Donc, je me suis dit, je vais prendre celui-là. Est-ce que c'est la bonne façon de réfléchir? En fait, il n'y a pas de bonne façon, il y en a plein de façons de réfléchir. Mais effectivement, c'est plutôt un bon choix. En fait, SL Crack, c'est un mec de nouvelle école pour ceux qui ont regardé sur Netflix. En plus, t'as une combinaison 75 avec Masca, Franglish et Esso Luxueux. Donc, tu vois le petit fanion en haut à droite là, 75 avec un petit, t'as un petit 75 en haut à droite de ton écran là, qui t'indique le bonus avec les points, tu vois, avec les points que ça t'a apporté. Donc déjà, ça, effectivement, c'est une bonne stratégie. Et puis, en fait, effectivement, tu regardes leurs stats et tu regardes leur évolution par rapport à la semaine dernière qui rapporte des points aussi. Donc là, franchement, t'as un deck pas mal. Hein. De toute façon, c'est toi qui me l'as fait. Hein. Mais j'ai mon petit Al Capote. Alors, on va valider le deck. On va valider le deck. Après, il me propose de choisir quel est mon artiste on fire. Alors là, l'idée, de toute façon, c'est écrit noir sur blanc, c'est de se dire lequel des 5 va nous faire une superbe semaine. Donc, si vous suivez vraiment beaucoup l'actualité du rap, vous allez sentir le filon. Moi, j'ai envie de mettre Esso Luxueux, mais bon.
C'est Bah, peut-être tu pas le la vois en meilleure fait. chose à faire. Quand De tu quoi, mets ta pardon? souris dessus, tu vois l'évolution, la petite flèche verte, Ouais, en dessous indique plus du Spotify, ouais. 33,91%. C'est son Mm. évolution par rapport à la semaine dernière, donc ça veut dire qu'il est dans une bonne phase, quoi. En tout cas, il l'a été, et puis on espère qu'il va continuer de l'être. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Après, donc on a cette fois un espèce d'ulti. On a un espèce de pouvoir ultime qui va nous permettre de booster nos points en fonction justement du top album, du top single, etc. Encore une fois, comme j'y connais rien, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris celui-là. Mais pourquoi j'ai pris celui-là? Si vous voulez vous amuser à stratter un petit peu, vous pouvez revenir ici sur les différents jeux. Ok. D'ailleurs, précision importante, quand vous jouez, bon, vous ne payez pas pour jouer. Par contre, vous avez la possibilité de gagner de l'argent. Vous avez un espèce de cash prize qui est partagé entre les différents tops. Sachant que c'est le top. C'est pas se dire c'est les 10 premiers qui gagnent. C'est le top 10% en l'occurrence. Donc plus il y a de joueurs, plus il y a de gagnants. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous pouvez revenir en arrière, comme ceci, avec la flèche. Et vous pouvez vous amuser à regarder un petit peu le podium et comment ça a été joué, avec quelles cartes et les différents types de bonus pour comprendre les mécaniques de jeu. En l'occurrence, vous pouvez voir qu'il y a 4 différents types de bonus. Alors, est-ce que tu peux nous réexpliquer rapidement, parce que je t'avoue que de tête, j'ai pas toutes les mécaniques. Qu'est-ce que c'est performance, multiplicateur, combo et boost? Ouais, carrément. Alors, tu vois justement le rouge et c'est les petites cases en dessous avec les noms et les coches rouges dans le coin. Ouais. Donc, le rouge, c'est les points de performance qui vont correspondre à la place de l'artiste au top album, la place de l'artiste au top single, le nombre d'auditeurs mensuels sur Spotify, donc on appelle les points de streaming, et enfin les Ok. points d'évolution. C'est l'évolution de ces 3 scores d'une semaine à l'autre, sur la semaine dernière à la semaine présente. D'accord. Ça, c'est les points de performance, donc tout le score rouge. Ensuite, tu as le score vert, les multiplicateurs. Donc, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure, les points, les boosts liés au niveau, à la rareté et au fait que ce soit le meilleur album de l'artiste ou pas. Mhm. Et enfin, non, pas enfin, d'abord, tu as les combos. Là, sur cette carte, il n'y en a pas, mais en jaune, tu vois, normalement, il y a les combos. C'est ce que tu as fait tout à l'heure en mettant plusieurs cartes du 75 ou c'est plusieurs lui, cartes par du même exemple. label. Ça te Mhm. rapporte des points en plus. Là, par exemple, c'est un deck où il y en a eu assez peu. Tu vois, il y avait que seulement 2 cartes du même département qui leur ont apporté chacun 400 points. Et enfin, tu as les points en violet qui sont là, les boosts que tu as choisis à la fin. Donc là, il avait mis le boost en feu sur Kershak et ça lui a rapporté 848 points. Et ensuite, il y en a peut-être qui ont des points. Gianni en dessous, je vois qu'il a du violet. C'est certainement lié au boost de style de jeu que tu avais choisi à la fin. Ouais. Il avait choisi, Oui, tu il a mis vois, banger, du coup. donc le top single. Et moi, tout à l'heure, j'avais pris le premier il y a 2 semaines. J'ai vu qu'il avait mis tel bonus, donc j'ai réappliqué bête et méchant. Voilà, le deck est enregistré. Alors, question, est-ce qu'il y a une transaction on-chain quand la compétition démarre? Non, il n'y a pas de transaction on-chain. En fait, ce qui se passe exactement au moment où on clôture les inscriptions, parce que toutes les compétitions tu dois enregistrer ton deck avant le jeudi soir, toutes les semaines. Mhm. Et le jeudi soir, nous, on vérifie on-chain si tu possèdes vraiment la carte. Comment Et vous c'est faites d'ailleurs? Alors là, La techniquement, je ne saurais vérification. pas te dire, Je je sais demander à pas. mon CQ. Mais tu vois, ça comprend même évidemment si tu l'as avant au dernier moment sur le marché secondaire, bah, ça rendra ton deck invalide, quoi. On vérifie bien ça et c'est ce qui fait que ton deck est bien validé le jeudi soir au moment où on valide ton deck. Et dès le lendemain, tu peux revendre ta carte si tu veux. L'important, c'est de posséder les cartes au moment où la compétition commence vraiment le vendredi matin. Et je vois qu'en fait, après, en plus, tu as tout intérêt à spam tes cartes parce que tu boostes le niveau et à chaque niveau, bah, tu as un petit Exactement. boost de performance en fait. Donc, tu as intérêt à les garder, tu as intérêt à tabasser les différents. Ouais, parce que tu as plusieurs les compétitions en différents. même temps, donc vaut mieux mettre un maximum de cartes chaque semaine pour leur donner de la valeur. Qu'est-ce que je m'étais noté d'autre? Oui, alors, c'était sur l'ajout des fonds. On avait fait un petit process d'ajout de fonds ensemble. Ouais. Alors, si jamais, c'est sur Polygon que ça tourne. Yes. Mais les fonds, faut les charger en Ethereum wrappé. Donc, soit vous allez utiliser là un bridge, et franchement, si vous jouez avec quelques dizaines d'euros, je ne vous le recommande pas parce que vous allez vous faire cabosser par le bridge de Polygon. Peut-être qu'avec d'autres bridges, ça va aller un petit peu mieux, mais le problème, c'est que les frais de transaction sur Ethereum nativement, ça fait vraiment mal. Ou alors, bah, vous sortez les fonds d'un exchange. Je pense que Binance doit le gérer, l'Ethereum sur Polygon. Je pense Oui, que oui. Binance le gère. Voilà. Donc, vous pouvez passer par un exchange, ou alors vous avez la possibilité d'ajouter des fonds par carte bancaire. J'ai testé le process, ça marche super bien, et ça marche à partir de 6,25 €. Voilà. Donc, il y a des cartes qui sont vraiment accessibles. Le process par carte bancaire, il fonctionne bien, et vous recevez après des vrais Ethereum. Là, on n'a pas montré le process, mais j'ai connecté un wallet MetaMask pour pouvoir utiliser l'application. Voilà. Pourquoi Polygon d'ailleurs? Pourquoi pas autre chose? Écoute, on a fait le choix quand on a créé le projet il y a à peu près 1 an et demi, enfin
on a démarré la création de projet technique il y a 1 an et demi à peu près. Évidemment, Ethereum était la solution qui venait la plus rapidement, mais les frais de transaction vraiment très élevés. Ouais. C'était pas compatible en fait avec, tu vois, le projet où tu es censé acheter beaucoup de cartes à bas prix. C'est pas un truc où tu vas acheter un NFT à 2000 balles. Donc il faut que l'expérience client soit vraiment fluide et qu'il se pose pas la question des frais de transaction. Du coup, Polygon qui en plus est Ethereum compatible, donc ça nous laisse la liberté un jour si le besoin nous paraît important de reswitcher sur Ethereum. Ouais. Mais voilà, vraiment l'idée c'était d'avoir une blockchain qui soit solide, qui ait fait ses preuves et qui permette d'avoir quasi aucun frais de transaction. D'ailleurs, les tout petits frais de transaction qui peuvent arriver en Matic pour avoir votre première enchère notamment, ils sont directement pris en charge par Yadec, donc vraiment à aucun moment vous allez vous en soucier. Et tu utilises MetaMask, mais on évite de te prendre la tête avec des histoires de gas fees, etc. C'est important de le Ouais. noter parce que ça peut devenir assez vite contraignant. On a une question pour toi dans le chat. Technologiquement, comment allez-vous chercher les données réelles des rappeurs? Ouais, c'est une très bonne question. Dès le départ, quand on a créé le truc, pour nous, c'était fondamental d'avoir un jeu basé sur le réel avec des données qui soient vérifiables et transparentes. Et en fait, en France, tu as une seule source de données pour la musique officielle, c'est le SNEP qui la donne, qui est une association de en fait, tous les professionnels de la musique en France qui récupère et qui agglomère toutes les données de vente physique, de vente en téléchargement, de streaming, etc. Et en fait, on a réussi à avoir un contrat avec eux, donc on est très fiers, qui nous permet justement d'accéder à ces données-là. Parce que c'est eux qui fournissent en fait plusieurs choses, notamment le top album chaque semaine, le top single chaque semaine, et aussi tous les disques d'or, les disques de platine, etc. Donc nous, on récupère les infos chaque semaine via eux en avance, et on alimente notre base de données à partir de ça. Donc effectivement, les classements, tu les retrouves sur le site. Comme ça, à chaque fin de compète, tu peux toi-même recalculer tous les points, et tu verras que tu retombes toujours sur tes pattes, parce que tu vois de façon visible la place au top album, au top single de ton artiste. Tu verras aussi le nombre d'auditeurs Spotify si tu vas sur la page artiste. Ça, c'est des données Spotify que tu peux aussi voir librement sur un compte, n'importe quel compte Spotify. Donc voilà, c'est ce que tu vois là. Toutes les données sont complètement transparentes. C'est top. Et du coup, là, vous avez Niska en ambassadeur. Est-ce que vous comptez avoir d'autres ambassadeurs ou vous restez bloqué sur Niska pour essayer de faire quelque chose de huge avec lui? C'est un personnage quand Les même. deux, en fait. L'un n'empêche pas l'autre. Ouais. On est en train de faire un truc huge avec lui et vous allez vous en rendre d'autant plus compte la semaine prochaine. Mais la question tombe à point parce que figure-toi que je peux pas donner de nom, mais on a signé hier notre deuxième ambassadeur déjà. Ok. Donc, voilà, on a hâte de l'annoncer, mais ce sera pas tout de suite parce qu'il faut que ça coïncide avec le planning de tout le monde, les albums, etc. Mais voilà, très gros ambassadeur qui va arriver en plus de Niska. On Donc, voit n'a aussi. pas vocation d'en avoir 40, tu vois. Oui, bien sûr. Mais voilà, il y en a quelques-uns avec qui on aimerait travailler vraiment main dans la main pour mettre en avant Yadec. Vous racontez des dingueries dans le chat, on peut te rigoler. Warner Music France aussi et Bouscat, tu peux nous rappeler rapidement qu'est-ce qu'ils font? Ouais, bien sûr. Collab. Alors, Bouscapé, c'est le gros média de l'urbain depuis 15 ans maintenant, quoi. Donc, toutes les promos de rap passent par Bouscapé. Enfin, voilà, c'est devenu l'un des plus gros médias en digital. Et donc, moi, je les connaissais avant Yadec, et donc ils sont rentrés assez tôt dans le projet. Ils sont devenus partenaires de Yadec dès le départ. Donc, c'est un partenaire de communication. Et voilà, et aussi qui est impliqué dans le projet et qui nous a aidé à plein de moments, notamment pour rentrer tout de suite en contact avec l'industrie de la musique, et qui nous ont notamment permis de rencontrer très rapidement toutes les maisons de disques, et notamment Warner, que tu vois là à l'écran. Donc Warner Music France, qui est l'une des 3 majors françaises, 3 maisons de disques, et avec qui on a un contrat unique qui nous permet justement d'accéder aux droits de leurs artistes. Donc après, il faut bien sûr avoir l'accord de chacun des artistes, mais voilà, c'est une collaboration vraiment unique avec eux, et bien sûr, au-delà même des droits sur les artistes, c'est aussi des échanges pour nourrir le projet, faire des actions de communication communes, et puis signer leurs artistes au fur et à mesure dès qu'on a leur accord. Donc il y a déjà plusieurs artistes Warner qui sont rentrés. Très bien. Et votre business model aujourd'hui, c'est quoi? Écoute, c'est très simple, hein. C'est les cartes que tu as montrées aux enchères tout à l'heure. Donc on vend tous les jours et toutes les heures d'ailleurs des cartes aux enchères. On constitue nos revenus, on reverse évidemment une partie aux artistes. Et ensuite, il y a aussi le marché secondaire, puisque toutes les transactions après au marché secondaire, on récupère des royalties dessus. Donc on reverse une partie aussi aux artistes. Donc pour l'instant, c'est vraiment simple et c'est comme ça que ça fonctionne. Ok, très bien. Est-ce que vous avez des petites questions sur le chat encore? Profitez-en. Il n'y avait pas une solution blockchain pour trouver les données? Ouais, après, est-ce que c'est vraiment utile? Tu sais, il parle là des données du Snap. Ouais,
Non, les données du Snap sont pas récupérables sur la blockchain. Enfin, Voilà. non, Pas encore. technologiquement, c'était pas prêt pour qu'il y ait un système on-chain pour les données. Mais peut-être à l'avenir. Hein. Yes. D'ailleurs, je sais pas s'il est passé. Ah, attends. Faut que je panne une petite crapule. Vas-y, ban. En vrai, c'est drôle, mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, est-ce qu'il est passé le message, celui-là? Parce qu'on voulait vous faire un petit concours aussi. J'ai oublié de le teaser. Mais pour les intéressés, voilà, si jamais vous passez par ce lien-là, vous allez avoir la chance peut-être de gagner un NFT Yadec. Voilà, donc profitez-en, inscrivez-vous via ce lien et c'est très rapide et ça vous permettra de vous mettre directement dans le bain. Voilà. Yes, Je suis exactement. désolé, Paul, j'aurais pu plus le pousser, ça m'est totalement sorti de la tête. Je voulais vous faire une belle présentation de la plateforme parce que je sais que c'est pas, je sais que c'est pas toujours évident d'expliquer. Moi, la première fois qu'il me l'a expliqué, j'avais besoin vraiment qu'il m'explique les concepts, mais en vrai, c'est simple. C'est juste que, voilà, il y a différents onglets, tu vois des cartes, tu vois du jeu, tu vois surtout plusieurs modes de jeu. C'est quoi l'idée d'ailleurs? Donc, on a un Prime, on a un Newcomer, on a un Collector, on a un Fire. Quelle l'idée pour ces modes de jeu? En fait, si tu veux, comme tu as vu, les cartes, elles ont pas mal de caractéristiques différentes. Et l'idée à travers les différentes compétitions, c'est de permettre à différents types de joueurs de tirer leur épingle du jeu, tu vois. Et différents artistes aussi pour donner la valeur à tous les types d'artistes. Donc, tu as la Prime League, qui est un peu la ligue générale avec les règles générales dans laquelle tu peux jouer toutes les cartes. La Newcomer League, c'est la ligue où tu peux jouer que des cartes Newcomer. Donc, c'est des artistes en développement. C'est des cartes vertes. Ouais. Et ensuite, tu as la ligue Collector, où là, tu peux jouer que des cartes Collector. Donc, c'est la rareté la plus faible. Donc, c'est une ligue où tu peux pas profiter d'avoir acheté des cartes plus chères, plus puissantes dès le départ pour être meilleur. Là, c'est tout le monde sur le même pied d'égalité avec des cartes collector. Et après, là, on est en train de décliner plein d'autres compétitions qui vont arriver, notamment la Fire League, où là, tous les points viendront des évolutions des artistes depuis la semaine passée. Donc, peu importe qu'il soit tout en haut du top ou tout en bas, ce qui va compter uniquement, c'est sa progression par rapport à la semaine précédente. Donc il faudra vraiment être hyper chaud sur l'actualité pour savoir qui évolue depuis la semaine d'avant. Ouais, d'où le nom Fire, du coup. Exactement. Et aujourd'hui, vous êtes basé en France? Ouais, carrément. Entre Paris et Lyon, on a un peu de l'équipe à Paris, un peu à Lyon, et puis d'autres personnes en remote aussi, comme souvent dans les projets tech. Eh bah écoute, on a fait une belle petite presse. Est-ce que tu as un petit mot de la fin, un petit truc que tu voudrais nous dire, si ce n'est déjà de suivre Yadec pour les intéresser sur les réseaux? Ouais, carrément. Allez nous suivre sur Twitter et sur Discord surtout. C'est là qu'est la communauté. Vous verrez, elle est chaleureuse, accueillante et dynamique. Donc en plus, c'est l'occasion d'apprendre des tips, de comprendre comment jouer, comment acheter des cartes au meilleur moment. C'est des enchères, donc il y a des meilleurs moments que d'autres pour acheter des cartes. Puis voilà, profitez-en. Il y aura certainement un joli flux la semaine prochaine avec du monde qui va arriver. Donc n'hésitez pas à y aller maintenant pour faire les bonnes affaires. Et n'hésitez pas à parler aussi à l'équipe dans le chat en bas à droite toute la semaine si vous avez des questions sur des questions techniques, des questions sur le projet. On est vraiment réactifs et ça fait toujours plaisir de répondre à vos questions et de recevoir vos remarques. Donc voilà, venez jouer. En plus de ce que vous gagnez, toutes les semaines, il y a une roulette pour faire gagner une carte aléatoire à l'un des joueurs. Donc il y a plein de façons de gagner des cartes sur Yadec. Donc allez-y, hâte de vous voir sur la plateforme. Que s'est-il passé ? Apparemment, il y a eu un freeze du côté de notre ami. Donc voilà, non, pour poursuivre sur ce que j'étais en train de dire, venez nous rejoindre. Il y a des nouveaux artistes en plus chaque semaine. Ça, c'est important, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Il y a déjà beaucoup d'artistes signés. Il y a plus de 120 artistes, donc rappeurs francophones sur la plateforme, qui arrivent au fur et à mesure dans les cartes. Donc chaque semaine, vous allez en découvrir des nouveaux. Et voilà, et des contenus exclusifs, on l'a dit tout à l'heure, il y aura des places de concert dans les prochaines cartes de Niska. Donc quand vous baladez sur les cartes, si vous voyez un petit cadeau sous la carte, ça veut dire qu'il y a un contenu exclusif lié aux cartes. Et donc là, en l'occurrence, c'est les places de concert. Et après, il y aura d'autres choses, il y aura des CD dédicacés, des rencontres avec les artistes. Je tiens à m'excuser, c'est la première émission où j'ai un freeze PC et je sais exactement pourquoi. Overclocking de RAM, les gars, donc n'overclockez pas votre RAM avant de faire des émissions sur Twitch. C'est pas une bonne idée. En tout cas, ça s'est bien passé, la conclusion, j'ai pas pu écouter du coup. Non, t'inquiète, non, j'ai poursuivi sur ce que j'invitais tout le monde à faire, sur les artistes qui allaient arriver, etc. Voilà. Alors, ils disent le lien du tirage ne fonctionne pas. Ah, le lien que t'as donné ne fonctionne pas ? Attendez, laissez-moi régler ça. Envoie-moi le lien non shorté, tu sais, parce que moi j'avais fait un lien Coin Academy, mais envoie-moi le lien affiliate. Je le mets dans WhatsApp. Mais alors ça veut dire que c'est Coin Academy. Mais si, il marche. Attendez, dites-moi.
Non, le lien direct, le voici. Capet qui freeze au moment où on peut plus parler des parties, c'est un indice. Non, non, il y a pas de ça. En tout cas, merci beaucoup Paul. J'espère que vous avez Plaisir. kiffé cette petite partie Yadec. Ce sera rediffusé sur YouTube également. On se dit à très vite. Impatient de voir ce que tu nous réserves en termes d'ambassadeurs. Peut-être un Nekfeu, peut-être un Maître Gims, peut-être autre chose. J'ai pas eu de... Peut-être. T'auras rien. Mais c'est bien tenté. C'est bien tenté, bien sûr. Passe une bonne soirée en tout cas, profite de ton dimanche. Merci. C'est cool d'avoir pris ton dimanche pour nous présenter tout ça. Ouais, c'est avec Et plaisir. c'était le lien dans Stream Element. Ok, bon, c'est pas grave. Vous avez le lien, en tout cas, les potes, pour gagner le NFT. Raison du blocage du site web Risk Rover. Ok, ça marche. Bon, bah, je regarderai ça. On va reprendre du coup sur l'actualité. Si tu veux rester en off, Paul, il n'y a pas de souci, mais je vais pas te Ça déranger plus marche. longtemps. En tout cas, Yes. je vais Allez, salut à repartager tous. l'écran tout de suite. Ciao. Merci beaucoup. Voilà. Alors, on passe à l'actualité, les potes. Excusez-moi, encore une fois, pour le Freeze PC, je suis un petit peu dégoûté d'avoir un PC qui coûte la peau des fesses et qui sait pas tenir un overclocking de RAM, parce que pour le coup, c'est même pas des timings custom, c'est un overclocking par défaut avec le mode XMP. À 300 balles la RAM, bah ça fout les glandes, hein. Bref, fin de la parenthèse sur l'overclocking RAM. On enchaîne sur l'actualité de la semaine. Alors l'actu de la semaine, ça va être très rapide. On a un nouvel épisode de drama entre Gemini et Digital Currency Group. Alors Gemini, c'est un exchange américain qui a été lancé par les deux frères Facebook, je les appelle comme ça, les Winklevoss. C'était deux frères qui avaient pensé Facebook et qui se sont fait voler l'idée par Mark Zuckerberg après. Bah, ce sont aussi des Bitcoin milliardaires et ils gèrent un exchange qui s'appelle Gemini. Dans Gemini, ils avaient une offre qui permettait à leurs clients de toucher un rendement annuel qui s'appelait Gemini Earn. Et quand on a eu la cascade de liquidation, vous savez, donc on a eu le crash Luna, après on a eu 3 Arrow Capital qui a pris très cher, après on a eu le crash FTX. Pour terminer, on a eu d'autres exchanges à cause du crash FTX qui ont pris très cher, dont un produit qui s'appelle, on l'a noté de toute façon, normalement on l'a noté, j'ai plus le nom. Comment ça s'appelle la boîte là qui est gérée par Digital Currency Group? Excusez-moi, c'est la fatigue, j'ai un trou. Genesis, voilà. Quand Genesis a eu un gros trou de plus d'1 milliard de dollars à cause du crash FTX, et ben ça s'est répercuté en fait sur des partenaires. Genesis, c'est une entreprise qui appartient à Digital Currency Group, et du coup en fait Digital Currency Group aurait visiblement menti. En tout cas, ce sont les accusations qui ont été faites par Gemini pour dire voilà, bah nous le crash FTX, ok, ça fait mal, mais tout se passe correctement, ne vous inquiétez pas, etc. Et en fait, ils ont temporisé et ils ont mis dans le caca plusieurs partenaires, pour dire les choses vulgairement. Gemini en fait partie, et donc comme Gemini aimerait retrouver son argent, on parle de plus de 1 milliard de dollars, hein. Bah, au début, ils ont essayé de négocier, et bah, la négociation, elle n'a pas avancé. Et donc là, on est sur une attaque en justice directement. Du côté de Digital Currency Group, ils semblent vouloir temporiser un maximum pour ne pas payer. Alors, j'ai pas trop compris le fond dans les détails, mais en gros, l'idée, c'est que ils ont essayé d'être arrangeants du côté de Gemini en disant, écoute, ok, il y a 1 milliard à rembourser, bah rembourse-nous-en un bout maintenant pour le 21 juillet, et puis dans les 2 ans d'après, tu nous en rembourses un autre bout, et puis dans 5 ans un autre bout, et ça va le faire. Le truc, c'est qu'il y a toujours une histoire de dénomination en Bitcoin et en dollars, et le truc, c'est que le Bitcoin, il prend de la valeur ou il perd de la valeur. Et j'ai l'impression, en fait, que du côté de Digital Currency Group, ils jouent la montre parce qu'ils partent du principe que le Bitcoin va prendre de la valeur, et donc ils vont essayer de payer personne et de garder leur Bitcoin le plus longtemps possible pour que ce Bitcoin prenne de la valeur pour pouvoir ensuite rembourser les autres avec des intérêts. Dans l'idée, c'est ça. Ensuite, on a Ubisoft qui prépare un nouveau jeu Web3 qui s'appelle Champions Tactics. Alors, ça sortira pas tout de suite. Ils nous ont juste fait un petit trailer. On voit pas grand chose finalement. Mais voilà, ce sera un RPG. Et le jeu sera basé sur la blockchain asiatique. C'est pas la première fois que j'en entends parler. J'en avais entendu parler parce qu'ils avaient annoncé des trucs justement avec Square Enix à l'époque. Donc, Oasis, quand tu vas sur le site, tu vois pas grand chose. Mais en tout cas, on sait qu'ils ont bossé avec Square Enix, Sega et Bandai Namco. Probablement d'autres qui vont arriver. Ce qu'il y a d'intéressant cependant, déjà, c'est que ce jeu, il va être gratuit. Donc peut-être qu'il faudra un NFT pour y jouer, mais en tout cas, il sera gratuit, donc tout le monde va pouvoir y participer. Et c'est une nouvelle initiative d'Ubisoft. Il faut savoir qu'Ubisoft, c'est un studio qui s'est énormément investi dans les crypto-monnaies. Je crois qu'ils ont bossé avec The Sandbox, ils sont validateurs de blocs pour Ultra. Moi, je sais qu'ils ont beaucoup discuté avec Aurori à l'époque. Bref, cherchent à rentrer dans ce marché-là. Ils avaient même émis des NFT à l'époque pour
pour un de leurs jeux. Ça avait fait scandale d'ailleurs. Et ils continuent de le faire, même s'il y a des gens qui critiquent, même s'il y a des employés qui pètent leur câble, ils continuent de le faire. C'est pas d'actualité, Sega, Square Enix, mais j'ai jamais dit que c'était d'actualité. J'ai juste dit que Oasis avait déjà bossé avec Square Enix, Sega et Bandai. Ensuite, on a l'Union européenne qui va visiblement faire passer une dinguerie. Alors, j'essaie de bien comprendre l'information, mais ils ont finalisé un acte, mais il n'est pas acté encore. Et cet acte, il serait question de plusieurs choses par rapport aux données, etc. Mais notamment d'une sorte de kill switch sur les smart contracts. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros, eh bien, il faudrait que une fois que cet acte il est acté du coup, que les développeurs de smart contracts intègrent dans leur code une fonction qui permet à tout moment de pouvoir couper le smart contract ou pouvoir censurer ou ce genre de choses. Donc on est complètement à l'opposé même des valeurs fondamentales des crypto-monnaies. Mais c'est visiblement ce dont ils ont parlé. Donc c'est pas encore acté, mais ça risque d'être le cas et franchement ça craint de fou. Hein. Et je sais même pas comment ce sera applicable parce qu'en fait tu es un développeur, tant que t'es pas en Europe, tu peux te dire bon bah l'Union européenne m'en fout. Et puis tu as aussi les anciens smart contracts, enfin bref, je vois même pas comment ça peut être fait, mais en tout cas c'est chaud. Ensuite pour les bonnes nouvelles, on a Starknet qui a lancé son testnet pour sa nouvelle mise à jour 0.12 et dans quelques jours, pour être très exact le 12 ou le 13 juillet, ça passera directement en ligne pour tout le monde. Cette mise à jour 0.12 elle fait quoi? Elle optimise grandement l'interaction entre le séquenceur, c'est-à-dire l'espèce de passerelle entre le layer 2 et le layer 1 Ethereum, et le langage de programmation dédié à Starknet qui s'appelle Cairo. Le résultat, c'est qu'on a presque 10 fois plus de performance qu'avant, parce que c'était une critique qui a été beaucoup faite par rapport à Starknet, c'est que c'était très lent. Voilà, c'est plus très lent, c'est moins lent, on est sur quelques transactions par seconde, donc c'est pas non plus un truc de ouf pour le moment, mais ça permet de booster les performances, et on sait que très prochainement, on aura la mise à jour 0.13, qui elle aussi va augmenter les optimisations au niveau de Starknet et ça devrait réduire de 85% les frais de transaction en plus du fait que ça va booster les performances, ce qui devrait en faire un des Layer 2, si ce n'est le Layer 2 le plus performant de tous avec des frais extrêmement bas. Donc ça, c'est plutôt cool. Prochain mainnet, le 12 juillet. Excusez-moi. Ensuite, on a DYDX qui lance son testnet sur Cosmos de la V4. On vous a beaucoup parlé de DYDX parce qu'on bosse avec eux. Cette V4, ça fait 6 mois qu'on vous en parle. Et le testnet, il est là. On peut déjà tester d'ailleurs. Ça se passe sur Cosmos. Ça fonctionne avec le wallet MetaMask et ça fonctionne parfaitement bien. Comme c'est un testnet, il y a des bugs. Là, en l'occurrence, j'ai un bug. Ah bah oui, ça doit être à cause de ça. Attendez, je réouvre. Voilà. Comme c'est un testnet, on mise pas d'argent. Hein, donc, vous pouvez tester à tout moment. Je vais essayer de taper un mot de passe sans faute, si c'est possible. Et ça vous permet de tester l'application et de vous faire un avis par rapport à des expériences de type exchange centralisé habituel. Donc, hop, là, ils me disent de switcher de réseau. Donc, je passe sur un réseau de test. Pour le moment, il n'y a pas de marché spot. Hein. Visiblement, on n'a que du marché dérivé sur du Bitcoin et sur de l'Ether. Mais ça fonctionne nickel. Dès que vous arrivez sur le testnet, vous avez un airdrop de 1000$ fictif et vous pouvez vous amuser à longuer le marché si vous voulez. Hop, là je place un ordre. C'est quasiment instantané, ça va super vite, ça va beaucoup plus vite que sur le Layer 2, il paraît. Ça marche super bien, donc ça annonce vraiment du bon. Et ils vont ajouter environ 30 crypto-monnaies là sous peu pendant le testnet. Donc ils vont s'assurer que tout fonctionne bien, qu'il n'y a pas des bugs bizarres et tout. Et puis une fois que ce sera bon, je pense pour la toute fin d'année 2023, voire début 2024, eh bien on passera en mainnet. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on jouera avec de vrai argent, avec des vrais actifs. On quittera le Layer 2 Starknet justement, enfin StarkEx pour être précis, pas Starknet, c'est StarkEx. C'est la même boîte, mais c'est pas la même technologie, pas tout à fait. Et ils passeront directement à Cosmos. Et je pense que tu pourras te connecter avec MetaMask et peut-être même Kepler aussi, mais pour le moment, ils proposent pas Kepler, ils proposent que des wallets Ethereum à vue d'œil. Ouais, je peux envoyer le lien, bien sûr, si vous voulez tester les couses. Sinon, vous avez juste à aller sur Coin Academy dans le Coin Hebdo et vous avez les différents liens. Ça, tout le monde en a parlé, je suis obligé d'en parler. Toujours très mitigé par rapport à cette information. C'est le CEO de BlackRock qui soutient Bitcoin. Il y a quelques années, il nous disait que c'était une usine à blanchiment d'argent. Maintenant, il nous fait un soutien. L'argent n'a pas d'odeur, vous le savez, on en a la preuve ici. Et d'ailleurs, je pourrais mieux cadrer ma cam, excusez-moi. Et donc, il nous a dit l'or, enfin, le Bitcoin, c'est l'or numérique, c'est un super moyen de se protéger contre l'inflation, patati patata. J'ai trouvé ça très intéressant et en fait, c'est toujours ça qui est très intéressant avec ces fonds d'investissement. Alors, pour ceux qui connaissent pas BlackRock, hein, c'est le plus gros fonds d'investissement au monde. Hein. Ils ont plus de 10 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion.
c'est pas d'argent en cash, hein, c'est d'actifs de leurs clients sous gestion. Ils ont des billes partout et en fait, on le savait déjà, mais je vais vous le reconfirmer ici, je l'ai noté, voilà. Il faut savoir que BlackRock est actionnaire de l'entreprise MicroStrategy. Pour ceux qui ne connaissent pas MicroStrategy, c'est l'entreprise de Michael Saylor. C'est une entreprise qui, entre autres, investit beaucoup dans Bitcoin. Et aujourd'hui, l'entreprise qui a le plus de Bitcoin au monde, ils ont 4,5 milliards de dollars de Bitcoin, ils ont à peu près 150 000 Bitcoin. Et donc, en fait, BlackRock, en investissant dans MicroStrategy, ils investissaient déjà indirectement dans le Bitcoin, parce qu'ils investissent dans une boîte qui mise tout sur le Bitcoin. Dans le sens où, à la base, MicroStrategy, c'est une entreprise qui fait des logiciels informatiques. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui spéculent sur MicroStrategy, qui est en bourse, hein, de mémoire, voilà, MicroStrategy Stock, ils spéculent en fait sur la narrative Bitcoin. C'est-à-dire que au début, on a eu la bulle Internet, c'est parti en cacahuète complet. Tout le monde s'en est battu les... Hein. Et dès qu'il y a eu le bull run sur Bitcoin, hop, c'est reparti. Et puis, dès qu'il y a eu un top de marché, ça s'est réécrasé. Là, ça repart un petit peu, mais je sais pas trop quoi en penser. Je sais pas quand est-ce que BlackRock a commencé à investir dedans. Ils ont commencé à investir un tout petit peu en 2016 et ils ont continué à recharger progressivement en 2021 et ensuite ils en ont déchargé un petit peu. Ouais, je serais tenté de dire qu'ils ont perdu de l'argent en fait sur cet investissement, les copains, parce que ouais, je sais pas trop quoi en penser. Mais en tout cas, ils ont 8% de toutes les actions de MicroStrategy, si j'ai bien compris. Voilà, ownership 8%. D'un côté, c'est news de fou et en même temps, j'ai peur que ce soit un signal de top. BlackRock est effectivement actionnaire de toutes les grosses boîtes. Tout à fait, ils ont des billes dans Visa, Mastercard. En fait, quasiment toutes les grosses boîtes qui existent, ils ont de l'actionnariat dedans. C'est leur boulot, de toute façon, en tant que fonds d'investissement. Donc, que retenir de cette news? Bah, ça donne beaucoup de crédibilité à Bitcoin. On a encore une fois un fonds d'investissement qui retourne sa veste par rapport à Bitcoin. Et dans le même temps, je sais pas trop quoi en penser. Est-ce que c'est signe d'un bull run? Peut-être pas, tu vois. Peut-être pas abusé. Voilà, ensuite pour les actus en bref, on va faire très très bref. Et ben l'ancien CEO de Kraken s'est fait perquisitionner. Pourquoi je sais pas trop. Après, il a une tendance un petit peu, je vais pas dire complotiste parce que je suis comme lui, on va dire défiant les États, etc. Donc peut-être qu'il a pris un coup de chaud d'un État, peut-être qu'il y avait autre chose. On n'a pas trop de détails. Ça, c'est pas ce que je voulais faire. Ensuite, on a BlockFi qui est parti en liquidation après le crash de FTX. Il y a apparemment des difficultés à s'en sortir. On a l'Europe qui continue de faire des petites expériences blockchain. Et pour terminer, eh bien, Three Arrows Capital, qui était un des plus gros fonds d'investissement crypto, qui s'est complètement cassé la gueule pendant le bear market, qui essaie de se refaire une petite santé avec un exchange qui s'appelle OPNX. Et apparemment, il y aura des donations de revenus via l'exchange OpenX. Voilà, pour les actualités. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Après, c'est de la documentation technique. On a passé pas mal de temps sur le cas d'Optimism, donc je vais pas en rajouter. On peut juste regarder ça. J'ai trouvé ce lien rigolo. Ça permet de voir en fait en temps réel la création de blocs dans l'écosystème Cosmos. Donc, vous voyez qu'on n'a pas tout à fait le même temps de bloc en fonction des projets. Souvent, on a 5 ou 6 secondes de temps entre les blocs. Mais Injective, ils sont à 1 seconde, ce qui en fait, comme je vous le disais plus tôt dans cette émission, eh bien, la blockchain la plus rapide de l'écosystème Cosmos. Pour le moment, DYDX n'est pas là en mainnet et que C-Network ne l'est pas non plus. Et puis on est bon. Hein. Voilà, comme je le disais en début d'émission, n'hésitez pas. Je vais vous laisser plein de liens dans le chat, dans la description YouTube pour ceux qui nous écoutent sur YouTube. Pour surveiller des rapports, pour en apprendre plus sur les crypto-monnaies, en plus des articles que vous avez quotidiennement sur Coin Academy. Donc n'hésitez pas à aller sur Binance Research, n'hésitez pas à aller aussi sur Messari Research. Il y a des rapports payants, mais aussi des rapports gratuits. Et ça permet de bien se renseigner. Donc les rapports gratuits sont souvent sponsorisés par les projets en question. Mais vous avez des rapports qui sont très très professionnels, qui vous permettent de bien comprendre les choses. Donc ça, c'est plutôt cool. On est sur de la bonne lecture. Moi, je vais pas vous mentir, Coin Academy s'est beaucoup inspiré de Messari au départ sur la façon de structurer les choses et d'apporter de l'information dans un article. Tu pourrais parler de Monero et donner ton avis dessus. Bah, Monero, monnaie intraçable. Il y a quelques forks de Monero qui méritent plus ou moins d'attention, mais dont les prix se sont totalement explosés. On a le XHV qui est parti totalement à la poubelle. On a également la Pirate, un autre fork, ou c'est un fork de Zcash, je peux pas dire de bêtises. Voilà, en crypto-monnaie anonyme, mais là c'est pump and dump pareil. L'avantage de Monero, c'est qu'il fait un petit peu sa vie. C'est une monnaie pure, dans le sens où ils font la chasse à la ZIC, ils évitent que ce soit
des producteurs de ASIC miners qui minent toute la monnaie. Ils essaient de faire en sorte que le mining de Monero soit assez honnête, mais bon, dans le même temps, miner du Monero, c'est pas très rentable. C'est souvent des ordinateurs zombies, des ordinateurs qui ont des virus qui minent du Monero. Le cours tient, le cours fait sa petite vie. Encore une fois, monnaie intraçable, monnaie qui est énormément utilisée sur le Darknet. Il y a quasiment plus personne qui accepte du Bitcoin sur le Darknet maintenant, tout se fait en Monero. Et voilà, hein, c'est à peu près tout. Moi, mon avis, c'est que c'est du lourd. C'est du lourd d'un point de vue fondamental en termes de monnaie type cash électronique. C'est pour ça que je l'ai placé dans ma bannière YouTube. Voilà, ma petite chaîne YouTube Capet qui arrive. Je prends quelques questions et je vais vous laisser. Je vais dépasser mon nombre de requêtes sur ChatGPT avec tous ces liens. Depuis le bear, j'ai l'impression qu'il y a des gros nouveaux projets qui sortent de tokens à part Starknet. On attend. Ouais, c'est normal. C'est normal. On attend le futur. Que penses-tu de GRT? Je crois qu'on avait fait un article dessus, mais je suis pas sûr parce que je crois qu'on l'a jamais sorti. Mais soit on l'a. Oui, on a fait un article dessus. Bah, c'est un projet d'indexation de données. Il y en a plein des projets d'indexation de données. Ils font les choses plus ou moins différemment. Je sais pas trop quoi en penser. Ils ont une place fondamentale parce qu'ils bossent avec plein de projets de The Graph. Quand tu vas sur leur site, tu le vois, hein, de toute façon. Hein. Pour vous expliquer, qu'est-ce que je veux dire par indexation de données? En gros, ils bossent avec plein de crypto-monnaies différentes. Et toutes ces crypto-monnaies, elles ont des données diverses et variées, le prix, le nombre de wallets, d'utilisateurs, transactions, etc., etc. Et donc, en fait, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils réorganisent les données proprement et ils permettent à monsieur tout le monde de pouvoir accéder à ces données indexées proprement. Vous devez payer avec du jeton GRT pour pouvoir consommer ces données, tout simplement. Donc, ça s'adresse vraiment à des développeurs. Il y a une gouvernance Darknet? Pas vraiment pour le moment. Je pense que ça arrivera, mais pour le moment, ça reste assez décentralisé. Comment ils ont obtenu les tokens Stark? Pour le moment, les tokens Stark, ils sont pas là, mais rappelle-toi, ils ont levé des fonds Starkware, donc j'imagine que déjà, les gens qui ont investi dans Starkware, ils ont un accès privilégié à ces tokens Stark, et c'est à peu près tout ce que je sais. Donc rien à voir avec Google. En fait, pourquoi on dit c'est le Google de la crypto? Dans le sens où c'est de l'indexation. Qu'est-ce qu'il fait Google? Google, il balade sur Internet, il indexe toutes les données pour que quand tu tapes, par exemple, The Graph, tu tombes sur un site Internet, etc. Là, c'est la même chose. Ils vont aller chercher des données et ils vont les réorganiser. Donc, c'est le même principe. Après, c'est pas un moteur de recherche, The Graph. Pas vraiment, non. Je me permets de flex, voilà. On est en fin d'émission, petit flex. Quand tu tapes Ethereum sur Google, vous pouvez le faire avec votre téléphone. Hein. Vous avez le site internet officiel et nous, on n'est pas loin, derrière Journal du Coin. Et en fonction des téléphones, des fois, on est même deuxième. Donc, ça fait super plaisir. Ça veut dire qu'on a bien travaillé niveau SEO. Donc, j'avais envie de flexer un petit coup. Oui, dernière chose. Il y a Polkadot qui va visiblement totalement refondre son écosystème. J'ai pas encore très bien compris tous les détails, mais si jamais Polka France va faire une vidéo dédiée pour en parler, je la regarderai et je vous ferai un résumé de la vidéo qui elle-même va résumer tout ça. Mais ça bouge du coup, vous voyez. On a tous ces Layer 2 qui vont être dans une AppChain Thesis avec des roll-up pour ne pas partager la bande passante. Là, on va avoir probablement Polkadot qui va la jouer de la même façon. Donc ça risque d'être très 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 intéressant. Bon les potes, on est pas mal. L'émission a été plutôt... J'ai un petit coup de barre, donc je vais vous laisser. En tout cas, si vous nous écoutez sur YouTube, laissez un petit like, laissez un petit commentaire pour soutenir, ça fait plaisir, ça nous permet de gérer le référencement. La muscu, j'ai pas lâché. Je vois qu'on me demande dans le chat, j'ai pas lâché. Je vous souhaite une excellente soirée tout le monde. À très vite et prenez soin de vous. Ciao.